Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cet ensemble de présentations qui ont été faites et qui illustrent finalement des dispositifs d'innovation ouverte ou des démarches et des processus d'innovation ouverte extrêmement variés? Je me présente, je suis Damien Talbot, Université Clermont-Auvergne, et je suis membre du comité scientifique. J'ai une question qui s'adresse au projet Coccinelle. Dans les questionnements autour des projets, vous avez semblé opposer, accompagner et diffuser. Donc je voudrais savoir ce que vous entendiez par là. Est-ce que ça fait débat au sein du projet? Et pourquoi vous n'envisagez pas de faire les deux? Disons que c'est pas qu'on l'oppose, mais par exemple là, par rapport au projet sur les volets laitiers, il y a eu une idée qui a été émise, qui semble intéressante, mais du coup, est-ce que c'est notre rôle d'aller rechercher d'autres acteurs et de vraiment aller jusqu'à la réalisation de la mise en pratique, ou alors on a fait notre travail, on a fait émerger des idées et on passe la balle aux acteurs en fait, quoi. C'est voilà, jusqu'où on s'arrête en fait. Jacques Méry, maire s'adapte. C'est encore une question pour le projet Coccinelle. Je voulais juste voir le terme de citoyen. Est-ce que ce sont les potentiels consommateurs de lait ou est-ce que ce sont les riverains des installations d'élevage ou encore autre chose? Alors les citoyens, on a 2 maîtresses d'école, on a 2 personnes qui sont dans des conseils municipaux, un en zone rurale, un en zone périurbaine. On a une personne qui est engagée dans une association bio. C'est assez divers, mais ce qui les rapproche, c'est quand même des gens qui sont ce que notre doctorante a appelé des personnes alternatives. Donc c'est des gens qui sont assez proches qui sont dans la mouvance de l'agroécologie, quoi. En fait, on avait ratissé assez large au départ, on n'avait pas vraiment d'a priori, sauf qu'on ne voulait pas L214, mais c'était notre seule censure, quoi. Parce qu'on ne se sentait pas de taille de pouvoir discuter avec avec ces personnes. Et en fait, les personnes qui n'étaient pas comme on a fait pas l'effort, mais on a travaillé sur les valeurs du projet. En fait, les personnes qui ne se sont pas retrouvées, elles sont parties. Je vais continuer sur Denis Follet de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Sur Coccinelle, donc vous avez fini en disant que l'aval n'était pas impliqué. Est-ce que c'était un choix de départ donc c'est que vous n'avez pas réussi à les mobiliser? Bon, j'ai toutes les réponses. Marie-Angélina Magne, NSFA UMR Agir. Pour faire suite à cette question, j'aimerais savoir si c'est les acteurs des filières, comment ils sont mobilisés dans les autres projets. Est-ce que c'est spécifique de l'élevage en fait, ou est-ce que c'est plus largement partagé? Je pense qu'en tout cas pour Transat à l'heure actuelle, on fait un peu le même constat, en tout cas en discutant avec les chargés de mission PAT et CPA. Ils observent effectivement qu'ils ont du mal à intégrer dans les dynamiques collectives les opérateurs économiques, les intermédiaires des filières qui pour le moment peinent à s'intégrer en fait à ces dynamiques territoriales. Donc c'est aussi pour ça que j'ai expliqué que c'était un objectif en fait du projet d'essayer de construire des manières d'intégrer en fait leur intégration en réfléchissant aussi des dynamiques territoriales à des échelles un peu supra dans lesquelles ils puissent se retrouver au niveau des échelles dans lesquelles ils ont l'habitude de travailler. Dans le cadre du projet Ma Vie, on a notamment sur le volet 3 qui s'intéresse aux filières circuits courts, plus des associations d'éleveurs ou des démarches un petit peu de micro-filières, un petit peu alternatives avec lesquelles on a l'habitude on a construit des projets autour de la race maraîchine. Voilà, je sais pas, je cherche des amis dans la salle, si j'oublie, si tu veux compléter, Anne. Anne Farugia, dans notre expérimentation système Transimarche, on vend en direct à la ferme, on vend au restaurant La Restoco, on vend aux restaurateurs, on vend à Hyper U de La Rochelle.
parce qu'on considère que ça fait partie de l'étude. C'est une expérimentation, on va jusqu'à la vente en circuit de proximité. Et du coup, ça nous fait rencontrer les opérateurs et travailler avec les opérateurs, les découpeurs, les abatteurs, les gérants de cantine, les bouchers, les cuisiniers. Et effectivement, c'est par ce biais qu'on les contacte, parce que sinon, ils ont un peu trop de travail. Enfin, ils sont pris, quoi, et ils ne viennent pas dans les réunions. Nous, on travaille beaucoup avec on va travailler beaucoup avec les forestiers. Alors moi, je dirais qu'ils sont prudents, voire craintifs, parce qu'on leur demande des informations très précises sur l'économie de la forêt. Donc des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de communiquer. Il y a aussi autre chose, dès que on souhaite intervenir sur la gestion forestière, ils ont un peu peur qu'on les dépossède de leur façon de voir la gestion de la forêt. Beaucoup font déjà beaucoup d'efforts sur la gestion de la ressource et de l'environnement en général, et donc considèrent que déjà ils prennent en compte la préservation de la biodiversité, ce qui est le cas dans pas mal de cas. Tu veux dire des choses ? J'ajouterais que on adresse des forestiers qui peuvent être un petit peu méfiants par rapport à valoriser les services écosystémiques. On vend du bois, j'ai toujours bien géré ma forêt pour faire plein de trucs, il n'y a pas de raison qu'on me paye pour ça. Mais on a aussi des forestiers qui sont en recherche. Je vais m'éloigner des enceintes, je pense que c'est ça l'idée. Vous êtes magnétique. Du coup, on va plutôt chercher des gens qui cherchent des revenus pour planter des arbres, ici des forestiers, et souvent on en trouve. Et quand on leur dit on ne va pas marchandiser la nature, on va valoriser les services écosystémiques, comme on a cet enjeu de diversifier et d'élargir les revenus des gens, on arrive quand même à recruter pas mal, il me semble. Mais après, effectivement, quand on leur pose des questions un peu intimes, il faut leur expliquer pourquoi on leur pose des questions. Et ça, c'est un peu la mission que j'essaye de faire, c'est de dire aux chercheurs, quand tu prends, il faut rendre. Et des fois même, il faut donner avant de prendre. Et donc, on fait vraiment des allers-retours. On bosse pas mal avec Jens. Jens, il avait un grand questionnaire assez chiant. Je dis bien, il m'intéresse ton questionnaire parce qu'il peut structurer les entretiens que je vais avoir en première rencontre avec les gens. Et donc, j'ai utilisé son outil de recherche et je l'ai décliné en un outil de rencontre avec des gens. Et je les ai, du coup, avec cette structure-là, on a pu permettre aux gens de se poser des questions structurantes pour eux. Et on leur a donné ensuite l'occasion, avec cette structure, d'aller parler de ce qu'ils faisaient à d'autres acteurs qu'on avait rassemblés dans notre Assemblée Générale des Hommes et des Arbres. Et donc, en suscitant, en mettant la lumière sur eux, ça peut aussi permettre de se dire « Ah mince, j'ai un intérêt dans la question, quoi ». C'est pas juste des chercheurs qui viennent m'étudier et j'ai pas le temps, c'est des chercheurs qui viennent m'apporter un regard sur ma pratique et m'apporter de la connaissance supplémentaire pour répondre à des questions que je me pose, en l'occurrence nous, diversifier les revenus des propriétaires forestiers ici, des arbres en général, s'agissant de la bourse que j'anime. Marilyn Philippi. Donc moi en fait, justement pour rebondir sur cette dernière remarque ou réponse, je me demandais si le point commun des différents projets que vous avez présentés, qui étaient vraiment magnifiques et très intéressants, c'est pas justement cette hybridation, en fait, ce bousculement où finalement pour faire de l'innovation ouverte, il faut associer toutes les parties prenantes. On va du producteur au consommateur avec le citoyen, le riverain, les collectivités. Et en fait, tout le monde doit participer et ça change à la fois le processus de recherche, mais aussi le processus d'action sur le terrain, sur la façon de produire, de consommer. Et peut-être est-ce que c'est pas finalement un des points auxquels vous êtes tous confrontés, finalement c'est ce changement pour répondre aux transitions dans la façon de travailler en collectif. Moi, je dirais que, en tout cas, le regard que j'ai eu par rapport à cette question d'hybridation, de changement, d'apprentissage pour travailler en collectif, à travers les 4 présentations,
Ce qu'on voit bien, c'est l'importance du temps long. C'est ce qui a manqué dans Transat, et on sent tout de suite que la manière, en tout cas, dont on aborde l'innovation ouverte, elle est moins nourrie d'une pratique antérieure. En fait, on voit Coccinelle, c'est le temps long. Mavi, l'unité expérimentale est ancrée dans un territoire avec des acteurs partenaires, c'est aussi du temps long. Des hommes et des arbres, quelque part, c'est aussi un territoire d'innovation qui existe depuis quelques années. Et Transat, on est aussi... Enfin, moi, je réponds du coup par rapport à ce que je ressens comme limite dans notre projet. On l'a monté assez rapidement, même si il y avait des collaborations antérieures sur certains territoires. Le consortium est totalement nouveau. Réunir 12 études de cas sur 3 pays, c'est totalement nouveau. Et tout ce travail de partage de valeurs, de réfléchir à la manière de concevoir l'innovation ouverte aux 2 échelles régionales et locales du projet, c'est vraiment, je pense que ça va se construire chemin faisant. Mais moi, je reviens sur cette importance du temps long et de l'interconnaissance qui est vraiment indispensable pour réussir ces démarches, quoi. Moi, une réflexion qui me vient, enfin, en effet, sur Saint-Laurent, on est dans un temps long sur les relations avec les partenaires, mais c'est vrai que dans ma vie, il y a quand même l'idée de changer un petit peu de posture aussi, et ça, c'est quand même un pari qu'on n'a pas, qu'on fait, d'arriver à être vraiment plus en symétrie. Enfin, c'est vrai que là, on a des relations comme à Diane dans la conduite de notre ferme avec les partenaires, avec d'autres gestionnaires de marais, mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller dans la co-construction et de se mettre au même niveau. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même encore un enjeu pour transformer cet essai-là. Et moi, je voudrais dire qu'il y a un point que je n'ai pas évoqué non plus. Dans Coccinelle, on s'est essayé à co-construire la gouvernance du projet. On a fait une formation, on est de 3 jours avec l'association TRAM pour définir déjà qu'est-ce que c'est la gouvernance et qu'est-ce qu'on a envie de mettre comme instance dans le projet, etc. Donc ça aussi, c'était complètement nouveau pour nous et pour les acteurs, parce que c'était moitié des scientifiques, moitié des acteurs qui ont joué le jeu pendant 3 jours. Bon, c'était en période de Covid, donc on a fait ça en visio. C'était pas l'idéal, mais quand même, on a réussi à faire des choses. Donc voilà. Moi, je dirais que c'est effectivement un grand défi de réunir des acteurs différents qui ont des préférences et des motivations complètement différentes. Les uns vont vouloir des chemins de randonnée dans les forêts, d'autres plutôt des réserves ou inaccessibles pour les activités récréatives. Certains préféreront des forêts mixtes, d'autres plutôt produire du bois conifère, etc. Donc c'est un grand défi. Et il faut savoir identifier cette hétérogénéité des préférences et pouvoir, en réunissant ces différents acteurs, faire converger sur des consensus. Et comme ça a été dit, je pense que c'était toi, il faut accepter de faire des compromis. J'en profite, je rajoute juste parce que je rebondis, en effet, j'ai oublié d'en parler. Chantal, tu parlais de la gouvernance. Et en effet, c'est un élément important. Donc, on a essayé de mettre en place dans ma vie un comité de co-construction où là, c'est vraiment un comité, c'est opérationnel entre partenaires et acteurs pour avancer ensemble dans les choix, en fait, et la vie du projet de façon très opérationnelle. Donc, c'est un élément assez central et clé pour que ça prenne, quoi. En arrivant chez Des Hommes et des Arbres, j'ai aussi rencontré un animateur qui était super. Et en fait, le boulot d'animation, il est super important. Nous, on est un des berceaux du Living Lab. On est avec l'École nationale supérieure du génie des systèmes de l'innovation qui a cofondé France Living Lab. Donc, c'est des grands théoriciens du Living Lab, de l'innovation ouverte, de l'innovation par les usages. Et quand ils mettent en œuvre leurs animations, parfois, leur posture de chercheur fait qu'ils ont du mal à faire rentrer les gens dans l'animation qu'ils font. Et en rentrant par l'animation,
en faisant dialoguer les gens, en les faisant, un bon animateur, il fait sortir les gens de leur posture pour les faire rentrer dans la réflexion, dans la co-construction. Il faut déposturer les gens. On peut le faire en abordant la question des sentiments, en se tutoyant le plus vite possible. Il y a plein de façons de le faire. Soit on l'a en soft skill, c'est naturel, soit on peut le travailler. Et j'ai eu la chance de travailler avec un mec qui était super doué là-dessus, qui m'a vachement appris. Et il y a... on avait tendance même à dire dans les fiches de poste qu'on construisait, il nous faut un mec qui a le BAFA, quoi. Juste pour qu'il sache animer des groupes. Alors, der, parce qu'après, il faut conclure. Hein. C'est que j'ai pas tous mes neurones branchés. Mais non, mais je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est hyper important sur l'animation. Et nous, dans le projet, en effet, on nous a un petit peu fait remarquer qu'on était assez gourmand sur les CDD et sur l'animation, l'ingénieur projet. Et on a Vincent qui est recruté sur le projet. Et je dirais que c'est fondamental pour faire vivre un projet en partenariat et impliquer autant d'acteurs. Enfin, je ne vois pas comment on peut faire sans, en effet, une bonne compétence d'animation de projet. On donne une dernière prise de parole à Ravière, et puis après, tu concluras. C'est toi qui donnais l'heure de 19h. Eh bien, voilà. Dernière question, Ravière. En fait, ce n'est pas nécessairement une question. Je voulais juste ajouter un peu que pour nous, au Canada, juste dans les derniers points des réflexions de vos présentations qui étaient superbes, mais je vais faire l'emphase sur la question de l'animation et notre expérience quand on a invité les experts de Living Lab à animer les premières discussions. C'était vraiment terrible. Les gens, terrible du point de vue que était une approche tellement, une méthode, une rigidité très forte sur la méthodologie de Living Lab, avec un langage où les partenaires qui étaient présents ne pouvaient pas s'engager. C'était excessivement difficile de parler de ça d'un point de vue très académique, trop, et que tout ça, en fait, éloignait le monde. C'était difficile. Alors, la question de l'animation était excessivement importante pour le succès de ça qu'on a vu. Deuxième point aussi, que pour nous, le temps qu'on a dédié à la co-construction, c'était essentiel. Sans le processus de co-construction, et je veux dire, les chercheurs, en fait, soit d'Agriculture Canada, Environnement Canada, Ressources naturelles, quoi que l'on soit, n'étaient pas nécessairement à la tête de toutes ces discussions-là, parce que il avait souvent une idée déjà formée, qu'est-ce qu'il voulait faire, versus qu'est-ce que les partenaires voulaient faire. Et ça, c'était aussi très important. Et arriver à avoir le consensus, ou avoir, je pense que Nicolas, tu as mentionné ça, et à dire comment formuler la recherche qui faisait partie de cette dispositif. Ce n'était pas quelque chose qui venait, les chercheurs même ont modulé les choses après qu'ils ont appris qu'est-ce qu'ils voulaient, comment est-ce qu'on voulait partager cette problématique, où on avait déjà créé disons, connaissance commune, qu'est-ce qu'on voulait aborder, c'était quoi la problématique. À ce moment-là, après ça, que c'est les parties prenantes qui ont formulé des idées, que c'est là que la recherche a dit comment est-ce qu'on aborde ça d'une façon rigoureuse, scientifique, etc., pour appuyer, pour accompagner ça, mais pas de l'autre sens. Voilà. J'étais associé ces dernières années à 3 dynamiques autour de cette question de l'innovation ouverte. La première, ça a été l'accompagnement, la création du réseau d'unités et d'installations expérimentales avec innovation ouverte. Donc Catherine est une des co-animatrices avec Aurélie Cardona, qui se pose la question, comme on l'a vu illustré par plusieurs exemples, de la connexion entre des expérimentations système dans un domaine et des réseaux d'agriculteurs, des expérimentations chez les agriculteurs, etc., etc. Le deuxième dispositif, c'est celui qui avait été créé entre 2017 et 2020 à la demande de la Direction générale de l'INRA, qui était créer un petit groupe qui aide l'INRA, à l'époque, l'INRA est maintenant, à se déplacer vers plus de prise en compte des démarches d'innovation ouverte. Et c'était un groupe qui était piloté par la direction Sciences ouvertes.
Et dans ce groupe, il y a eu un travail biblio, il y a eu un travail qui a mené à l'organisation de séminaires pour en discuter jusqu'au chef des départements. Et puis ensuite, après, il y a eu un hiatus lié au changement de directeur général de l'INRAE. Et puis, bon, les choses se repartent maintenant. Mais il y a eu une étape, et notamment, je ferai référence à l'analyse bibliographique qu'a réalisée Quentin Toffolini, et qui est disponible et qui est extrêmement intéressante sur ce que dit cette notion d'innovation ouverte. Et puis le troisième, c'est le travail de 2 chargés de partenariat et d'innovation, Françoise Maxime et Méduline Terrier, qui ont produit l'année dernière une note, enfin un petit rapport, sur comment accompagner l'innovation ouverte, puisqu'en tant que chargé de partenariat et d'innovation dans des domaines qui étaient autour de l'alimentation ville ou de la transition agroécologique, elles étaient en situation de marginalité au sein de leurs collègues, chargés de partenariat et d'innovation, qui étaient là pour mettre en relation des laboratoires qui produisent des inventions, des preuves de concept, éventuellement des prototypes, et puis des entreprises qui pourraient transformer ces inventions en des produits qui trouvent leur marché. Et leur rapport est extrêmement intéressant sur la façon de considérer l'innovation ouverte et l'accompagnement de processus d'innovation ouverte. Alors, ce que disait Quentin Toffolini dans son analyse biblio, c'était que l'innovation ouverte en domaine bibliométrique, c'est d'abord une affaire de sciences de gestion et d'abord une affaire de place des usagers dans la conception, continuer dans l'usage de nouveaux produits. Et cette question des usagers, elle était assez présente dans ton exposé, Ravir, par exemple. Elle n'est pas toujours aussi évidente. Qui sont les usagers? Qui seront les usagers qui seront associés au test grandeur réelle, tu as beaucoup insisté là-dessus, de ce qui est en débat autour de l'innovation. Et donc ça, c'était quand même le point numéro 1. Et le deuxième point que Quentin avait mis en avant, c'était le fait qu'il n'y avait pas grand-chose sur l'innovation ouverte dans le secteur agricole, alimentation et environnement, ce qui veut dire qu'il y a peut-être une carte à jouer du côté de Tetrae ou du côté des dynamiques engagées autour des Living Labs pour produire autour de ces dispositifs, de produire autour de ces façons de concevoir différemment l'innovation. Comment Françoise Maxime et Méduline Terrier définissent l'innovation ouverte? Ils disent ça met en jeu des acteurs hétérogènes, et ça je pense qu'on l'a vraiment très très bien illustré aujourd'hui dans tous les exposés. Ça amène des processus de création d'usage, donc la question de l'usage des usagers est extrêmement présente, mais aussi des apprentissages, ça a été dit, mais aussi des alliances et des connexions entre acteurs qui n'existaient pas avant. Et tout ça, ces produits d'innovation, ça produit l'innovation qui sont multiples et imbriquées. Et les innovations multiples et imbriquées, c'est celles qui, des innovations qui amènent de nouveaux usages, de nouvelles façons de faire, mais c'est aussi des innovations qui lèvent les obstacles. Ça a été invoqué un moment dans un des exposés tout à l'heure, de savoir comment lever les obstacles à la diffusion des innovations. Ça peut être des innovations qui catalysent les partenariats, qui permettent d'aller plus loin, et des innovations qui soient vecteurs d'essaimage, c'est-à-dire qui permettent de sortir de la situation pour tester une démarche équivalente ou des produits d'innovation équivalents dans d'autres régions, dans d'autres lieux, puisque effectivement l'innovation ouverte est toujours dans des dispositifs situés. Donc peut-être qu'il y a une grille de lecture finalement de ce qui ressort de ces dispositifs extrêmement ambitieux, extrêmement lourds aussi, que vous avez tous présentés les uns et les autres, autour de ces 4 points. Il n'y a pas que ce qui serait à tester avec des usagers. Et en plus, il faut savoir où sont les usagers. Mais il y a aussi d'autres choses, notamment lever les obstacles, je crois. Parce qu'il y a toujours derrière les innovations des obstacles, des freins. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut, au travers de l'ensemble des éléments qui ont été évoqués, on a peut-être des éléments de caractérisation pour pouvoir produire autour de ces dispositifs d'innovation ouverte dans la dynamique Tetrae, ou à côté de la dynamique Tetrae, mais en lien avec ces questions agricoles, de transition agricole, alimentaire et de gestion durable de l'environnement. Le premier, c'est finalement d'où vient la création de ces dispositifs et la mise en œuvre de ces processus d'innovation. Dans la plaquette, on a piloté par la logique scientifique, on a associé à une réflexion sur une ferme expérimentale et le sens de l'expérimentation système. On a une dynamique liée au territoire d'innovation. On a un dispositif d'innovation avec les citoyens. Il y a eu d'autres exemples qui ont été cités, avec les filières, justement, sujet extrêmement délicat, on le sait tous, avec des acteurs sociaux, comme par exemple dans le cas d'un projet qui s'appelle Ici c'est local, où il s'agissait de travailler avec des collectivités territoriales sur la reconnaissance de la provenance et du caractère local des produits sur des marchés.
Donc on a toutes sortes d'origines. Et je pense que c'est assez important, vous l'avez tous rappelé dans votre présentation, l'origine est une genèse qui a pris du temps, qui est assez lourde, qui amène à se poser la question de savoir qui on met autour de la table. Et finalement, on en a vu plusieurs de ces lignes de trajectoire, un étang, un étang, un étang, un étang. Je pense que c'est un élément aussi extrêmement important, à la fois de commentaires. C'est dur, c'est lourd, c'est long, il faut le temps. Il faut le soutien donc des autorités. Et puis en même temps, c'est aussi une façon d'aborder qui on va mettre autour de la table, comment est-ce qu'on va travailler là-dessus. Après, on a vu une illustration de dispositifs assez différents, le Living Lab, l'unité expérimentale, qui peuvent avoir comme objectif, à certains moments, de mettre en réseau, à d'autres de coordonner, à d'autres de coopérer, à d'autres de co-concevoir. Et peut-être qu'il faut pouvoir retracer ces différentes étapes, retracer ces différentes ambitions au fur et à mesure qu'elles se développent, parce que c'est un dispositif humain, compliqué, où des gens qui n'ont pas l'habitude forcément de travailler ensemble se mettent à discuter et à produire des choses ensemble. La question de la gouvernance a été évoquée. Il y a des situations de gouvernance très horizontales, ça n'a pas été vraiment le terme qui a été utilisé là, mais on sait que dans les Living Labs, il y a vraiment des Living Labs où cette question de savoir comment est-ce qu'on associe, comment est-ce qu'on organise la discussion, préserver la place et la parole de chacun, faire en sorte que les groupes soient inclusifs, sont des éléments qui sont relativement importants, en même temps qu'on a dit qu'il fallait des capacités à animer, à sécuriser, à rendre compte de façon transparente de ce qui se passe au fur et à mesure des débats. Et un point qui finalement était peut-être pas tant abordé que ça, c'est la question de la gestion des idées innovantes. Où sont les innovations? Où sont les idées innovantes à concrétiser? Bon, on a un exemple, par exemple, sur Coccinelle. On a des idées issues d'un travail de co-conception avec des citoyens, sur les veaux laitiers, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère ces idées innovantes? Comment est-ce qu'elles sont sériées, triées, soutenues, engagées, publicisées dans le cadre d'une démarche où interagissent des acteurs hétérogènes? Et le dernier point peut-être sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est sur, ça a été évoqué, l'évolution des compétences des chercheurs. Vous l'avez tous plus ou moins dit, il y a des évolutions de compétences, vous êtes amenés à travailler différemment. Alors il y a à la fois la place des connaissances qu'apportent les chercheurs dans tous ces processus, il y a à la fois des changements nécessaires de ces connaissances, parce qu'il y a de nouvelles questions et qu'il faut les traiter avec les partenaires. Il y a des changements de posture. Bon, on pourrait creuser un peu plus ce que ça veut dire, changer de posture. Et il y a aussi, parfois, la nécessité, le terme a été utilisé plusieurs fois, de mettre à plat les valeurs. Cette question des valeurs, elle fait partie aussi des interrogations qui peuvent arriver pour les chercheurs dans ce type de dispositif. Voilà. Pour conclure, on a un super truc sous la main. Bon. Il y a de quoi faire. J'espère qu'il y aura, dans le temps de tétrae, de nouveaux états des lieux, de ce que vous avez progressé, de ce que vous avez fait les uns et les autres, des difficultés, et de ce que ça change pour vous. Voilà, merci.